Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club. Une édition où il sera question bien sûr de la Ligue des champions en Europe avec encore une soirée exceptionnelle, un spectacle magnifique et la qualification de quelques cadors du football mondial, le Real Madrid, le Bayern de Munich, la Juventus Turin, Manchester United, l'AS Rome et l'Ajax Amsterdam hier. Des clubs qui ont été rejoints par Schalke, par le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, le FC Porto et bien sûr le Barça qui était qualifié, lui, depuis la 4e journée. Il sera question également dans cette édition du club, bien sûr de la finale de la Coupe de la CAF, finale retour dimanche prochain après la démonstration de force du Raja à domicile, une victoire 3-0. On va débattre aussi, les amis, d'un sujet qui vous intéresse, l'importance que représente désormais la communication dans le monde du football en général, dans le travail des entraîneurs, des managers en particulier, et cela en marge de la formation de la CAF Pro qui se tient à Rabat depuis quelques jours. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir pour la première fois dans le club entraîneur marocain, Houssine Amouta. Houssine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis je suis toujours ravi d'être avec vous. C'est un grand plaisir pour nous que vous soyez là aujourd'hui pour parler de ce sujet et d'une importance capitale que représente, et d'ailleurs on en parle souvent ici, la communication des acteurs du football, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Eux, ils sont toujours là. Je dois être particulièrement sympathique ou alors particulièrement généreux. Amin Rahmouni, bonsoir. Ni l'un ni l'autre. Non, mais j'ai beaucoup de mal à coller le terme générosité et Jalal dans une même phrase. Mais bonsoir Jalal. D'ailleurs, je vais quand même rappeler une chose que tu as oubliée. Oui. Mais bon, je t'en voudrais pas que ce monsieur en face de nous est le dernier détenteur marocain d'un trophée majeur en Afrique au Chokran. Merci. Je suis obligé de faire ton job en fait. Reda, il a dit bonsoir. Ouais, salut, je salue le champion d'Afrique, effectivement, et l'audace de mon ami qui n'a eu de cesse que de le démonter. Le travail. Le travail. Pendant longtemps. Des heures et des heures. Non, c'est pas vrai. Et qui là, aujourd'hui, se gargarise de ce titre. Vous êtes horrible, il faut que tu me redonnes la parole. Non, mais je vais bien te donner la parole juste pour incroyable. Que tout le monde arrive à nous suivre. On a un petit peu caché la présence avec nous de Houssine Amouta Amin Rahmouni, grand supporter du Wydad, et qui s'est laissé emporter des fois après le sacre du Wydad de Casablanca en Ligue des Champions. Avant aussi. Pendant et après. Disons que le sacre, moi je fréquente beaucoup Amin Rahmouni et on a des grandes discussions dans la voiture avant d'arriver. Le sacre l'a calmé, disons la finale contre Ahli, l'a calmé 1 heure. Voilà. 1 heure après, il était encore en train de grogner sur le style. Est-ce que la situation au Wydad depuis l'a calmé aussi? Ah, mais là maintenant, je pense qu'il serait content de retrouver En tout cas, c'est bien sûr dans une ambiance festive et on a Houssine le disait qu'il suit nos émissions et respecte bien sûr les avis des uns et des autres concernant un petit peu son travail. En tout cas, un sacre et franchement, l'équipe, en tout cas, le fait d'avoir un technicien marocain qui arrive à imposer ses idées et à remporter des titres, c'est une super énorme chance pour notre football. On va parler justement d'un sacre continental. L'année dernière, c'était bien entendu le Wydad de Casablanca qui a remporté cette Ligue des Champions. On évoque maintenant cette Coupe de la CAF, finale aller. Succès 3-0, une soirée magnifique pour le Raja Houssine. Moi, c'est vrai, c'était une soirée exceptionnelle, surtout après la sortie du WAC, d'Al Jadida, de Tanger et de Berkane aussi. Ouais. Donc, je crois que le public marocain attendait à corps ouvert, avec grande ambiance, cette finale. Je crois que le Raja a été au rendez-vous.
Et puis je crois qu'il est tout près là, du sacre de la Coupe de la CAF. Une victoire 3-0, effectivement, ça donne un avantage certain, même si tout le monde le dit, bien entendu, aujourd'hui, on le pensant ou pas, que voilà, un match de football, en tout cas, n'est jamais gagné ni perdu d'avance. 3-0, est-ce que tu t'attendais à cette démonstration de force du Raja, d'autant qu'en première période, on a senti voilà, le désespoir s'installer tellement les joueurs du Raja ont manqué des occasions des fois très très nettes. Oui, alors je n'attendais pas, je n'espérais pas non plus, hein, pour être tout à fait franc. Mais non. Le Raja est un club marocain, monsieur Amin Rahmouni. Moi j'ai un avis qui est très tranché moi, par rapport à ça. Oui. En tant que supporter de l'équipe adverse, alors vraiment en tant que supporter, je n'ai pas forcément envie que le Raja gagne 3-0 ce match-là. Mais en tant qu'observateur, effectivement, non, mais ça je le dis franchement. Plus plaisir. Non, mais c'est vrai. Après, c'est une hypocrisie d'affirmer le contraire. Nous avons prévu la sécurité à la sortie de ce studio. C'est prévu. Je peux avoir une posture et te dire que j'étais. Après, maintenant, en tant qu'observateur, effectivement, ça m'a fait très plaisir de voir un super match de foot très honnêtement. Mais c'est la première fois que ça passe à la télé marocaine, quand même. C'est un moment historique. Non, moi, franchement, c'est un moment historique qu'on est en train de dire. À la radio. Moi, je fais valoir et avec mon ami Reda Lali, je pense aussi qu'il a un peu les mêmes affinités que moi à ce niveau-là. Mais voilà, disons que j'ai pas envie de subir les sarcasmes de Reda Lali pendant 2 ans si le Raja gagne cette coupe, comme elle est bien partie pour le faire. Maintenant, en tant qu'observateur, effectivement, ça m'a fait plaisir de voir un bon match de football qui était super engagé, où effectivement, tu vois quand même une équipe qui domine de la tête et des épaules ce match, mais qui n'arrive pas à planter ce but. Et puis surtout, moi, je suis littéralement footballistiquement amoureux d'un joueur qui m'a donné du plaisir pendant 90 minutes, qui est le Hafidi. Et c'est un débat aussi que j'ai eu avec Reda par la suite au téléphone, et qu'on pourra voir si vous voulez ici. Moi, je trouve que quand même, on a sur ces 10 dernières années parfois eu des pépites comme ça, des perles, qui sont passées et qui n'ont pas eu de visibilité internationale. Et je trouve ça véritablement scandaleux. Et ce bonhomme-là, Hafidi, en fait très largement partie. Il y a eu lui, il y en a eu d'autres. Maintenant, pour ce match, effectivement, honnêtement, je ne pensais pas, parce que l'AS Vita Club, on va quand même rappeler, a déjà rencontré le Raja en phase de poule, et ça a été beaucoup plus compliqué. Après, il y a eu une sorte d'alignement désastre, effectivement, parce que leur meilleur joueur se blesse et sort. Par la suite, tout réussit à cette équipe du Raja. Offensivement, c'est très fort. La paire Hafidi Hedref a été phénoménale. Et voilà, donc ça donne une belle fête. Et puis, honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut sur Casablanca, notamment toi, qui en fait des pataquès à chaque fois. Mais je trouve que quand tu as la chance d'avoir un public pareil, que ce soit du côté Raja ou Wydad, il ne faut pas s'en priver lors de grands rendez-vous, quoi. Et là encore, il a montré, c'était une formidable ambiance. Un Raja conquérant, un Raja qui gagne, Reda, en se basant un petit peu sur son ADN, sur ses jeunes joueurs. Ouais. Comme on en a souvent parlé, on dit que ce n'était pas un choix stratégique, mais c'était un choix forcé de se tourner une fois encore vers le centre de formation, vers les jeunes du club, parce que le club, de toute façon, n'avait pas les moyens d'acheter des grandes stars de notre football. Oui, c'est personnifié par le conte de fées que vit Soufiane Rahimi. Donc on va rappeler, enfin, tout le monde le sait, mais voilà, qui est l'enfant du club, littéralement né dans le club, fils d'un homme qu'on appelle Haji Ali, je croyais qu'il s'appelait, d'ailleurs, c'est pas son nom de famille. En fait. Ça doit être Rahimi, qui a fait un passage par l'étoile, je pense, et qui marque un doublé. Je pense que quand il a grandi dans ce club, ou quand il était ultra du Raja, il avait ce rêve de marquer comme ça 2 buts en finale de Coupe d'Afrique. Il l'a fait. Voilà, il y a ce côté rêve. Et tu parlais de l'ADN, il y a aussi l'ADN, y compris dans le jeu, parce que c'est une équipe qui, enfin moi ce que je vois, c'est une équipe qui est complètement penchée vers l'avant, qui soit est capable de prendre à la gorge l'adversaire, soit dès qu'elle se met à subir, est en danger. C'est-à-dire, soit tu attaques, soit tu paniques. Moi, d'ailleurs, on l'a vu à 10 contre 11 dans les 5-10 dernières minutes, elle s'est mise en danger parce que peut-être qu'il n'y avait pas de jus, il y avait peut-être aussi le choix de lever le pied. C'est une équipe qui ne sait pas faire ça. C'est une équipe qui sait aller vers l'avant, qui a beaucoup de verticalité via, en particulier, Hedref et aussi les passes enfin vraiment splendides de Hafidi. Il y a Ben Halib qui peut porter le danger. Mais dès que tu n'es pas dans l'attaque, c'est pour ça que ce score de... Moi, je rêve d'une télécommande qui permettrait d'effacer un score du cerveau des joueurs. J'ai l'impression que nos joueurs jouent mieux quand ils sont à 0-0 que menés à 0, ou bien leur dire on est à 0-0. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Combien de fois on a vu une équipe marquer un but, et cette équipe du Raja marque un but et continue à attaquer. Ça aussi, c'est une autre caractéristique de cette... On l'a vu également. Et à l'extérieur, elle est capable de faire des résultats. Enfin, je vais parler de ce match pendant 2 heures, donc je m'arrête. Est-ce que tu as cette télécommande? Non, c'est très difficile. C'est très difficile... surtout de gérer l'ego des joueurs. Donc, quand ils arrivent à se créer beaucoup d'occasions de but et de marquer.
Donc ça serait bien de marquer et de concrétiser, mais le problème... Il faut défendre aussi. Ouais. Mais c'est sûr, Amine, il faut savoir jouer avec le ballon et sans ballon. Malheureusement, c'est comme ça. Et quand vous avez, comme l'a dit Rida, quand vous avez une bonne attaque et qui peut marquer à tout moment, donc il faut jouer l'attaque. Donc, et quand il faut défendre, il faut savoir défendre, tout simplement. Parce que c'est par hasard, le Raja avait encaissé un but ou deux. Donc, ça change la donne. On a quand même l'impression, Jalel, que ils étaient en danger à 10 déjà. Ce qu'a soulevé Reda et par la suite Siam Moutia, c'est qu'il y a une certaine fragilité, notamment dans un secteur particulier, peut-être que je me trompe, c'est tout ce qui est autour de la récupération, notamment au niveau de Niasse. On a quand même l'impression que c'est beaucoup plus faible. Niasse, c'est très costaud physiquement, c'est très imposant au niveau des duels, mais par la suite, balle au pied, c'est très moyen et ça crée beaucoup de danger pour ces défenseurs. On a quand même vu ce jour-là mettre beaucoup en difficulté ces défenseurs. Mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, l'assise défensive du Raja est quand même costaude, quoi, sur la paire défensive, Banoun et son binôme. Pardon ? Le Libyen. Le Libyen dont j'oublie toujours le nom. Sanad. Voilà, et c'est quand même très défensif. Tout le monde a décidé d'appeler le Libyen, apparemment. Oui, tout le monde appelle, parce que c'est un nom qu'on ne retient pas. Boutaïeb à droite, c'est très très bon, même si là, il a joué à gauche. Boutaïeb, il a fait un super match. À gauche, il a fait un super match. Mais de toute façon, c'est une spécialité marocaine maintenant, des arrière-droits qui jouent à gauche, et ça marche plutôt bien. Même Ouidé, on a eu Nahiré pendant très très longtemps. On a quand même aujourd'hui une équipe qui est bien. On peut dire ce qu'on veut de ce Raja, on peut ergoter des heures. Reda dit qu'il peut parler de 2-3 heures sur cette armada offensive du Raja qui se permet de laisser sur le banc Yajor ou même voilà quoi. Mais même derrière c'est costaud. Jebron, exactement. Donc Alami effectivement, donc on a en gros quand même une très belle équipe qui est bien équilibrée quoi. À part effectivement au niveau de la récupération, mais sinon. Il y a Yajor qui va manquer le match retour puisqu'il a eu la très bonne idée de se faire exclure après le sifflet final. Que risque le Raja, c'est Hossein Hammoud après cette victoire 3-0 à l'aller. Il est tranquille, l'équipe du Raja est en confiance, mais qu'est-ce qu'elle risque après un succès aussi probant devant son public? Le deuxième match sera toujours difficile. Comme on a pu essayer de marquer 3 buts, les autres, ils sont difficiles chez eux. Ils sont très forts chez eux, surtout avec la pelouse synthétique. C'est vrai qu'ils vont manquer, je crois, de 3-4 jours. Ils sont suspendus. Alors, Ebeng, leur entraîneur, il était avec nous au cours du stage, donc lundi, mardi. Donc, il a quitté aujourd'hui avec son club. Donc, je crois que leur meilleur joueur blessé, donc il se rétablit très très vite. Je crois qu'il fera la partie. Il est ultra dangereux. Mais je crois que Raja est parti pour gagner cette coupe. Mais il faut savoir gérer surtout les moments forts et les moments un petit peu difficiles. Et puis je vais revenir toujours, il faut savoir bien défendre. Donc, est-ce qu'on est dans l'obligation de prendre des risques et d'aller avec les Boutaïeb, avec 6 joueurs devant les 18 mètres de l'équipe? Est-ce qu'on est dans l'obligation de mettre? Parce que sinon, si on les espace derrière, on risque là d'encaisser. Et mais moi, ce que je vois, moi, je comprends très bien philosophiquement ce que vous dites. Oui, on peut dire ça, on a 3 buts. Mais moi, ce que je vois, mais ça, je n'ai pas de diplôme ni rien, mais ce que je vois à la télé, c'est que dès que l'équipe n'attaque pas, elle est en danger. Oui, on est elle ne sait pas subir, elle ne sait pas cacher le ballon, elle ne sait pas gérer un résultat, elle ne sait rien faire d'autre. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui, à l'extérieur, comme ça, est allée chercher des résultats. Dès qu'on n'est pas dans cet état d'esprit, voilà, on a l'impression. Et je ne sais pas l'expliquer, ça. Peut-être vous pouvez m'expliquer. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Oui, moi j'ai fait le match. J'ai fait le match, je crois, en phase de groupe, le match contre Kara, AC Kara. Kara Brazzaville. À BeIN Sports. À l'extérieur. Oui, j'ai fait le match. 2-0. Oui, 2-0, oui. Ouais, 2-0. Ils ont fait un match excellent. Malheureusement, le match retour ici, ils ont gagné 1-0, mais j'étais mécontent. Mécontent de la prestation parce que vous savez que quand vous créez 4-5 occasions et que vous ne concrétisez pas, il faut s'attendre à encaisser derrière. Donc, je crois que Vita Club a gagné 4-0 sa demi-finale à domicile. Mais le Raja, il n'y a pas que ce match-là. Moi, là où j'avais vu impressionnant devant, c'était surtout contre les Ivoiriens. Où ils avaient bien défendu contre le petit frère de Gervinho, mais derrière, ça a planté quand ça a failli planter. Justement, elle a posé la question. Mais vous, en tant qu'entraîneur, si vous avez ce groupe-là qui
apparemment quand même se sent beaucoup plus à l'aise pour attaquer que pour défendre à l'extérieur. Comment vous aborderiez justement cette finale? Amine, on peut se sentir bien en attaquant et en défendant. Ouais, mais si on est... Oui, non, bien sûr, là, ça c'est une culture. C'est une culture qu'il faut implanter chez le footballeur marocain. Parfois, même au niveau des équipes nationales, quand on est dans l'obligation d'arracher un nul à l'étranger, par exemple contre le Cameroun, je ne sais pas, contre Ghana, il faut savoir bien gérer ces moments difficiles. Je crois que le joueur doit savoir jouer avec le ballon et sans ballon. Quand vous demandez par exemple à Boutaïb de se retrouver toujours, toutes les 2 minutes, 1 minute, de se trouver devant le 18 mètres, le gars, il va se fatiguer. Donc c'est normal quand il fait son repli défensif, il ne va pas bien défendre, c'est normal. Mais là, la tâche de Smith de défendre, ça revient à tout le groupe, à tout le bloc. Donc les attaquants, moi en tant qu'attaquant, quand je demande à Boutaïb de me soutenir là devant, mais quand il perd le ballon, ouais, je dois l'aider aussi. Ouais, donc c'est une culture de tout un groupe. Reda? Non, juste puisqu'on parle de Boutaïb qui joue à gauche exceptionnellement, il y a des cas différents sur les côtés. Il y a Hadref qui défend et il y a Ben Halib qui ne défend pas. Ouais. Voilà, donc ça donne... C'est une mentalité. Ouais, il faut voir aussi les doublettes, pas uniquement les latéraux. Il faut voir ce que les latéraux sont aidés par leur ailier. Et ça donne aussi un déséquilibre dans l'organisation du club. Il faut aussi rendre un hommage au public du Raja de Casablanca. Ça a été une ambiance exceptionnelle. Tu étais au stade? Non, mais je l'ai fait. J'ai quand même rendu hommage au public. Le public, et parmi ce public, il y avait également notre réalisateur ce soir, Driss Tba. Tu es très, tu es en infériorité. Non, moi, j'ai un champion avec moi. Tu es en infériorité numérique. Je suis là. Comment vous pouvez tenir tête? Comment vous pouvez? Le public du Raja qui a fait le spectacle également lors de cette rencontre. Le visage rouge, mais pas hypocrite. Les amis, on va parler aussi d'un sujet très intéressant que j'ai annoncé tout à l'heure dès l'entame de cette édition, la communication. C'est important la communication. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comment? Je ne sais pas de quoi tu parles. La communication. On souffre, nous aussi, de notre côté, des fois, de la mauvaise, de la non-communication des professionnels de football. Et dans le cadre de cette formation CAF Pro, il y a un module consacré à l'importance de cette question de communication des entraîneurs, des managers de clubs. Il y avait donc une conférence aujourd'hui et un module animé par Philippe Doucet, consultant en communication. Il évoque, lui, tout d'abord l'importance de la communication dans le football d'aujourd'hui. On l'écoute. Et bien évidemment, quand on parle de communication, on pense d'abord aux médias, même si la communication c'est plus large que ça. Et on pense d'abord aux médias, et effectivement la part des médias est devenue considérable dans l'occupation tout simplement d'un entraîneur, dans les préoccupations d'un entraîneur, et travailler cet aspect. Alors, il y a plusieurs choses, bien évidemment, travailler très logiquement sa manière de s'exprimer, c'est éviter quelques erreurs de communication ou des erreurs même de forme. Comment se présenter devant une caméra, comment répondre à un journaliste. Et puis il y a l'autre aspect aussi sur lequel j'ai pas mal insisté, c'est sur la compréhension par eux des mécanismes des médias. Parce que parfois, un entraîneur, comme tout citoyen, peut être surpris de la manière dont travaillent les médias, dont travaillent les journalistes. Et il est bon qu'ils soient, eux qui sont un peu au cœur du réacteur, qu'ils soient au courant de la manière dont ça se passe. Donc, ce n'est pas à Houssina Moussa qu'on va apprendre l'importance de la communication, le danger des fois d'une mauvaise communication ou d'une communication qu'elle soit excessive, soit rare dans le monde du football. Que représente pour toi en tant que manager, vous avez dirigé plusieurs clubs, que ce soit dans les pays du Golfe ou ici au Maroc, que représente la communication? Et qu'est-ce qui a changé ces dernières années par rapport à ça, à ton avis? Comme vous le savez, Jalal, l'entraîneur fait partie de cette entreprise sportive qui est dans l'obligation de communiquer, que ce soit sur le plan interne ou là externe. C'est vrai qu'on a besoin de cette communication, de la qualité de cette communication, surtout pour convaincre les joueurs d'abord. Parce que sur le plan technico-tactique, sur le plan d'implication, sur le plan de concentration,
de l'acceptation du projet sportif déjà. Donc c'est très 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 important. L'entraîneur se retrouve aussi dans l'obligation de communiquer avec l'extérieur, et principalement avec les médias. Donc il faut qu'il réponde toujours aux attentes du public et puis au mécénat aussi. Mais je crois que chaque entraîneur est dans l'obligation de développer sa façon de communiquer avec les gens, sa façon de passer les messages, parce qu'on ne peut pas rester sans communiquer. Oui, bien sûr, surtout aujourd'hui, et on prend plusieurs exemples. Oui, Reda. Non, je vois les images là, tout le monde est là. J'ai vu la crème des... El Gregui, Slemi, c'est le summum des diplômes et des formations au niveau continental. Il y a même Ibengue, l'entraîneur de Vita Club, Aliou Cissé, celui du Sénégal, Hassan Shahata, qui est l'entraîneur. Par contre, moi j'ai juste une petite remarque, puisque j'ai un entraîneur à côté de moi. C'est pas valable pour les Marocains, mais au Maroc, c'est valable, enfin, encore plus peut-être au Maroc, mais c'est mondial. Moi, je suis attristé que les entraîneurs ne parlent jamais de foot. Jamais. Jamais. Il y en a deux qui, à mon avis, le font. Il y a Bielsa, et c'est passionnant, qui nous explique ses choix, pourquoi ça a marché, pourquoi ce remplacement n'a pas marché, pourquoi il a fait ce remplacement et qu'est-ce qu'il espérait avoir en faisant ça, et pourquoi ça a marché. C'est très, très rare. Klopp le fait de temps en temps. Guardiola quand il gagne, donc il peut nous expliquer. Zidane ne le fait jamais. Zidane n'a jamais parlé de foot. Zidane, c'est injuste. Hein. Jamais. Les nôtres te parlent de bon, je ne vais même pas rentrer dans les détails. La je les ai oubliés. Non, ce que je veux dire, c'est que on est dans un monde où les entraîneurs prennent beaucoup la parole, mais on a l'impression que le jeu, Binatoum, c'est qui c'est qui va en dire le moins. Voilà. Et tu as raison, Zidane est très bon à ce rôle, il était souvent très bon. C'est un match, il faut jouer, il y a un vainqueur, un vaincu, on va faire ce qu'il faut pour le gagner. Enfin, c'est terrible parce qu'après, nous, on est des passionnés de foot. Avant d'être on essaie d'analyser, mais on aime bien avoir parfois des explications de ce qui s'est passé. Juste avoir analysé déjà. Non, mais juste avoir un discours analysé. Avoir les intentions, avoir l'avis, l'œil, mais juste pour la culture générale. Hein. C'est même pas pour se justifier, pour se dédouaner d'un mauvais résultat ou pour s'enorgueillir d'un bon résultat. C'est plus pour partager une passion. Et je suis horriblement frustré de voir que c'est quelque chose qui est très rare aujourd'hui. Alors que nous sommes en demande, hein, parce que moi je me rappelle là, quand ils ont passé en revue tous les entraîneurs qui ont fait la même formation que vous, je me rappelle il y avait un de ces entraîneurs-là qui avait créé la sensation il y a 3-4 ans par son discours qu'on trouvait nouveau et frais, c'était Walid El Ghrei, et qui pourtant ne parlait pas plus de foot que ça. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, c'est pas un gars qui allait détailler effectivement sa tactique, ses changements, mais on a l'impression quand même qu'il était venu avec une nouvelle manière de communiquer et qui plaisait. Donc, et c'est ce que dit justement Philippe Doucet. Il dit qu'aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, on peut être bon entraîneur, mais pas être valorisé en tout cas bien valorisé, si tu es un très mauvais communicant. On écoute Philippe Doucet. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs de très grande qualité qui ont pu, dans le passé, être considérés comme tels. Et si aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité de communiquer, s'ils n'ont pas le langage qui emmène un peu tout le monde, on va les juger à tort. On va les juger comme des entraîneurs qui n'ont pas de personnalité ou qui parlent mal. Comment voulez-vous qu'ils motivent leurs joueurs correctement alors que déjà, quand ils nous parlent à la conférence de presse, on s'ennuie. Voilà des choses que j'entends régulièrement. Je ne suis pas d'accord évidemment avec ce précepte. Bien évidemment que non, ça peut être un très bon entraîneur, il peut être mauvais en communication et être très bon entraîneur. Mais aujourd'hui, le fait est que c'est devenu tellement important qu'il faut au moins ne pas être mauvais en communication. Il faut au moins être capable, parce qu'on est sollicité sans arrêt quand on est entraîneur, il y a des conférences de presse régulières, il faut faire des interviews, il faut expliquer son métier. Et aujourd'hui, c'est une part qui est non négligeable de ce métier. Et si vous ne donnez pas cet aspect-là, si vous n'êtes pas bon dans cet aspect-là, le grand public va penser que vous n'êtes pas un bon entraîneur, peut-être à tort, mais le fait est que... Voilà, le fait est que, donc, faute d'être un très bon communicant, il faut éviter d'être mauvais, parce que ça commence franchement à être capital. Quand vous arriviez devant les journalistes après un match, en particulier dans la campagne africaine du WAC, qui était quand même pleine de médias, vu comment vous êtes arrivé jusqu'au titre, donc est-ce que vous saviez ce que vous vouliez dire, ce qu'il ne fallait pas dire, ou est-ce que le jeu, comme pour Zidane ou Deschamps, c'est de dire le moins possible? Non, Reda, le problème là, que nous vivons, c'est l'atmosphère là, qui règne après les matchs. Là,
C'est très difficile là, de répondre à une quarantaine de personnes. Et puis, pas le moment, même, oui, le problème, même dans les questions, la formulation des questions. Là, quand vous êtes offensé directement avec une question dans un seul sens, donc vous répondez de la même manière. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas de journaliste là, qui demande des explications. Si je voudrais entendre un entraîneur, je vais demander des explications. Je n'ai pas compris tes changements, tu m'expliques. C'est comme ça. Mais quand tu entends la question... agressive. Et des fois comme il dit Amine, c'est des procureurs. C'est plus des accusations que des questions. C'est un sujet très intéressant. On va revenir dans la seconde partie du club pour débattre encore et parler aussi de certains modèles dans la communication d'entraîneur. Moi, quelqu'un que j'adore vraiment, il s'appelle José Mourinho. J'ai une petite déclaration de José Mourinho après le match... mais nul, ils ont gagné, mais c'était un match nul de Manchester United hier face à l'équipe de Bâle, je pense. Young Boys de Berne. Voilà, c'est pas mieux. C'était pas loin. C'était pas loin. C'était pas très loin. En tout cas, géographiquement, je ne l'ai pas été. On se retrouve dans un très très court instant pour la seconde partie du club avec notre invité aujourd'hui, Hussein Hamouta. Bienvenue donc dans cette seconde partie du club. Donc on évoquait la communication des entraîneurs. Il y a la communication, par exemple, directe. On appelle une communication directe, comme dans les conférences de presse, dans les interviews d'après-match. Et puis il y a l'image, la com d'image d'un entraîneur, et elle commence à être de plus en plus importante. On évoquait donc les points de presse juste après des matchs comme des compétitions continentales où il y a un énorme stress et qu'on se retrouve effectivement tout de suite devant des accusations où on s'éloigne aussi parce que nous, Reda, et je comprends et je partage tout à fait ce que tu dis, qu'il y a des entraîneurs qui n'aiment pas parler football, mais il faut aussi voir l'autre volet, celui des journalistes, des conférences qui des fois dépassent le cadre professionnel et le cadre footballistique. Moi, je m'affranchis des conditions d'après-match. Pour moi, après-match, ce n'est pas le moment où il faut parler. Après-match, non, moi je parle en général. Hein. Je suis pas en train de... Je comprends très bien dans une conférence d'avant ou d'après-match, ce n'est pas le moment de oui. C'est le seul moment aussi où tu peux choper l'entraîneur. Hein. Non, il y en a beaucoup qui sont accessibles. Tu peux parler avec... Enfin, ce qu'on a vu, en tout cas à l'écran, on a vu l'Ameli, on a vu tous ces gens-là, tu peux... Enfin, ils ne sont pas inaccessibles, c'est des gens... Oui, si tu pars sur une grosse interview pour un support particulier, mais après, effectivement, sur un après-match, il y a que là où tu peux le choper, quand c'est encore chaud. Mais moi, je trouve que Hussein a bien résumé la chose. Effectivement, moi, j'ai déjà assisté à pas mal de conférences d'après-match. Et encore une fois, 4 fois sur 5, effectivement, ce sont des questions de procureur et pas des questions de journalistes. Donc quand on vient et qu'on assène des vérités, alors qu'on est là pour chercher qu'on est là sur du questionnement pour essayer de comprendre quelque chose, c'est deux choses complètement différentes. Donc je peux comprendre qu'ils se ferment comme des huîtres. Après, tout à l'heure, tu as teasé avec Mourinho, tu as des gars qui ont fait d'une certaine communication une marque de fabrique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mourinho, sa communication, elle doit être, mais c'est quelque chose d'hyper à travailler, c'est ce qui fait le bonhomme aussi. Klopp aussi est un peu comme ça aussi, Guardiola quand il gagne aussi comme ça. Après, bon voilà, c'est un positionnement, voilà, le terme que je cherche. Chez nous, on a le Gregui, on a Fakher, oui, l'Ameli aussi. C'est le Gregui et le seul d'ailleurs, j'en parlais. Non, même Fakher, même l'Ameli, il était... Fakher, tout le respect que je leur dois, c'est des super entraîneurs. Maintenant, pour moi, Fakher, c'est les mêmes... Enfin, tous ceux que je vois, à part le Gregui, ce sont les mêmes sorties depuis... Je les connais depuis peut-être 15 ans. Mais même Mourinho, c'est les mêmes sorties depuis 15 ans. Oui, mais c'est différent. C'est qu'aujourd'hui, une sortie de Mohamed ou de Amri après match, ça restera plus ou moins la même de Taleb, alors que Gregui, c'est la même effectivement depuis qu'on le connaît, mais elle est fondamentalement différente. Quelle a été la réaction de José Mourinho après la victoire face aux Young Boys de Berne? C'est que, parce que tout le monde le critiquait, tous les anciens joueurs anglais, les Scholes, etc. Il dit, moi, ça fait 14 ans que je suis en Ligue des Champions, je me suis qualifié 14 fois. La seule fois où je ne me suis pas qualifié, j'ai gagné l'Europa League. Donc voilà, lui, il essaye à chaque fois. Et des fois, ça protège aussi les joueurs, non? Quand l'entraîneur veut tout prendre, en tout cas, toutes les critiques, il essaie comme ça en se mettant lui. C'est une technique. C'est une technique. Oui, c'est une technique, c'est sûr. Donc, c'est ça ce qui fait l'obligation d'un entraîneur de communiquer, c'est de mettre en valeur et en avant ses qualités et ses points forts et de parler de son passé aussi. Donc, c'est pas parce qu'on perd 5-6 matchs qu'on est mauvais. C'est vrai que le public oublie un petit peu
et exerce une frustration énorme sur les entraîneurs, surtout le haut niveau. Mais la bonne communication permet au moins d'alléger cette pression. Et puis je crois que le meilleur des entraîneurs, c'est Mourinho. Il excelle vraiment, il excelle dans la communication. Moi, j'ai une question très spécifique à vous poser, à Moutia, parce que je n'ai jamais eu de réponse de la part d'entraîneurs particuliers. On sait très souvent que dans des clubs, il y a des bisbilles avec les joueurs, il y a des problèmes, et ceci et cela. Voilà. Pourquoi est-ce que les entraîneurs protègent les joueurs jusqu'à un certain point et, excusez-moi le terme, quand vraiment ça dépasse le cadre de l'entendement, ne les jettent pas en pâture pour dire, bon voilà, vous me reprochez ceci, cela, mais voilà ce qu'on a eu aussi. On a un problème dans le groupe à cause de ceci, cela, et qui permettrait d'éteindre pas mal de feux et de supputations. Et d'en allumer d'autres. Oui, et d'en allumer d'autres, effectivement. C'est, voilà, et de, on va dire, bon, c'est compris. J'ai une phrase, mais bon, enfin, on sait comment. Déplacer le problème, déplacer le problème. Oui, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis l'un des entraîneurs là, qui protège beaucoup. Oui, mais jusqu'à un certain point. C'est plus possible. C'est vous qui en prenez plein la tronche par la suite. Non. Non, moi, j'assume, j'ai pas de problème. Oui, mais vous ne pouvez pas assumer des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Non, moi, j'ai pas de problème. Il a gagné une Ligue des Champions, il a assumé après. Oui, non, mais oui, mais voilà, quelles conditions. Je sais me comporter avec les joueurs. Donc, quand il y a des dépassements, on a toujours des sanctions. Les sanctions, c'est pas toujours sanctions techniques, il y a des sanctions matérielles. Donc, quand on est dans l'obligation d'avoir le joueur et de le récupérer pour jouer, comme c'est le cas avec l'OAC l'année dernière, parce que on avait une liste, surtout la liste des joueurs qui étaient engagés dans la CAF, on avait une liste très réduite. Donc, même avec quelques cas vraiment spéciaux. Je vous ai raconté dans les coulisses. Ça porte bien son nom, effectivement. Ouais. Ça porte bien. On ne peut pas faire parce que les deux derniers matchs, on les a joués avec 5 défenseurs. Ouais. C'est anormal de jouer une finale avec 4-5 défenseurs. Donc ça ne laisse pas une marge là une marge de manœuvre. De manœuvre là pour écarter quelqu'un. Donc il vaut mieux là que. Mais en plus, si vous déclarez ça aux médias, c'est la fin de carrière du joueur. Vous êtes condamné à être des réceptacles de pression tout le temps. C'est en gros, quand on parle d'entraîneur qui est le fusible, c'est véritablement le cas. Vous êtes le visible vis-à-vis du public, du président. Ah bon, ça ne veut pas dire que vous êtes tous géniaux. Il y a des entraîneurs aussi qui pas bons à un certain moment ou qui partent. Mais dans ce cas-là, c'est que même quand ça va de votre côté, mais que ça ne va pas du côté du groupe, vous êtes condamné à être le réceptacle de la pression populaire. Amin Rahmouni découvre que le travail d'entraîneur est très compliqué. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je suis juste très compliqué. Et que journaliste, c'est procureur. Et ça, par contre, je ne suis pas passé pour le dire. Journaliste et procureur et travail d'entraîneur, c'est très compliqué. La Ligue des Champions, les amis, on avait un super match ce soir. Liverpool qui, bien sûr, a chuté face au Paris Saint-Germain. Une belle prestation, il faut le dire. Grande prestation. Du Paris Saint-Germain et des stars du Paris Saint-Germain. De toute façon, tous les cadors sont qualifiés, étaient au rendez-vous de cette double soirée de Ligue des Champions. Est-ce que tu as été plus déçu par la prestation de Liverpool impressionné par celle du Paris Saint-Germain peut-être? Les deux, c'est un peu comme une balançoire. C'est-à-dire qu'on reprochait beaucoup au PSG de manquer de caractère dans les grands rendez-vous, et pas plus tard qu'au match aller d'ailleurs de cette confrontation à Anfield où ils s'étaient inclinés 3-2 alors qu'ils avaient été bouffés au niveau de l'impact, de l'intensité, de l'agressivité, enfin du rythme. Et là, ils ont fait exactement subir à Liverpool ce que Liverpool leur a fait subir. Liverpool est moins bien, c'est moins flamboyant dans le jeu, et en même temps, le PSG de Tuchel est beaucoup plus mature. Enfin, je les ai trouvés en première mi-temps. Ils m'ont rappelé, pour te dire, trouver une performance du PSG, je remonte au match aller du Barça. Voilà. 4-0. Voilà, une grosse verticalité, un Verratti qui sort proprement les ballons, un Neymar qui se met au service de l'équipe, qui recule. Il est moins haut sur le terrain, il est dans la ligne, il n'est pas dans la 4e ligne, il est plus dans la 3e ligne, et il peut déclencher des offensives de très loin. Voilà, ça a été très convaincant en première mi-temps. Il y a eu ce pénalty qui a équilibré le score. Et il y a eu cette deuxième mi-temps où le PSG n'arrivait plus à sortir les ballons, où Liverpool a pressé, mais sans jamais avoir de grosses occasions. Ouais. Et ça, je pense que c'est la méforme des stars. Salah
moins inspiré que l'année dernière. Mais toute la ligne d'attaque est beaucoup moins inspirée Firmino, parce tout à qu'au fait, départ, tout à fait. l'année dernière, l'équipe de Liverpool a été tractée par sa ligne d'attaque. Aujourd'hui, Et elle l'année est dernière, plus, il c'est marquait plus une défense infranchissable. C'est un véritable mur rouge avec le gardien Alisson par Baker, avec Virgil, même s'il a fait aujourd'hui une erreur, mais une défense ultra stabilisée c'est aujourd'hui. dingue parce qu'il n'y a pas des gros changements dans l'effectif. Hein. C'est globalement la même équipe que l'année C'est même dernière. bonifié l'effectif. Hein Le Et meilleur c'est même gardien, Fabinho, mais qui s'est bonifié Oui, l'effectif. non, mais Keita. il y a des joueurs qui sont beaucoup moins convaincants que l'année dernière. Maintenant, pour compléter sur cette histoire de Ligue des Champions, c'est un groupe où il y a encore 3 équipes qui peuvent se qualifier. Rien n'est fait. Liverpool a encore son destin entre les pieds ou les mains. Ouais, mais par exemple, Paris perdait ce soir. C'était 99% fini. Et pour le Non, c'était projet, fini, c'était fini. et pour le projet c'était fini. qatari, c'était fini. Pour le projet, au vu du score d'aujourd'hui, de Naples aussi, c'était fini. ouais. Mais avant les matchs, c'était Moi, pas, je suis que Naples va battre quand même, va battre l'Étoile Rouge. c'était pas fini. Et surtout que Liverpool maintenant reste quand même sur 2 défaites d'affilée face à l'Étoile Rouge et contre le Paris Saint-Germain. Mais le Moi, risque contre pour le Naples, PSG, là je m'adresse à Houssine, était énorme parce que imaginons un seul instant que ce club qui marche sur la Ligue 1 se retrouve dès le mois de novembre En Ligue Europa. en Ligue Europa. Mais c'est encore Ouais. possible. Hein. Ouais. Non, mais c'est encore possible. Mais aujourd'hui, la probabilité s'éloigne. s'éloigne. Moi, je crois que ça serait bien que le PSG soit qualifié en quart de finale, parce que déjà, entre parenthèses, la concurrence au niveau de la Ligue française, elle est presque Morte. C'est ça qui est inexplicable. mais je crois que il mérite, vu les engagements et les investissements qui ont été faits depuis déjà 4 années. Je crois qu'il mérite d'être en quart de finale et même dépasser le cap des quarts de finale pour Mais une nous, souvent, on demi-finale. parle ici, sur ce plateau, de cette fixation qu'a le PSG qui ne vit, qui ne respire que par la Ligue des Champions. Mais c'est tous Que les- par tous la ces Ligue nouveaux des Champions. clubs, c'est Mais tous ces aujourd'hui, nouveaux- non. Mais Non. par exemple, Amine, on prend tous les autres championnats. En Angleterre, mais les gars, ils s'intéressent beaucoup plus à la Première Ligue qu'à la Ligue des Champions. En Espagne, tu as le Barça, l'Atlético, machin, Mais ce sont des anciens clubs. qui vivent chaque week-end. Lionel, Mais ce en sont des France, ce sont des grands clubs le historiques. PSG est desservi par une faiblesse Ligue de la Ligue, 1 hein. Non, mais- Non, mais je catastrophique. demande à un fan de Liverpool, et je sais de quoi je parle, s'il préfère la Ligue des Champions ou Non. la Première Ligue La cette Première année. Ligue, ils n'ont plus gagné depuis Non, mais 1993. parce que, encore une fois, c'est ce que je te dis, Zélal, ce sont des grands clubs historiques. Aujourd'hui, le pendant anglais de Paris, c'est Manchester City. Et quand Manchester City a été repris par les Qataris aussi, Les Émiratis. les Émiratis, pardon, oui, les Qataris, c'est Paris. Ouais. Les Émiratis, la folie qui les a pris, c'était par rapport justement à cette Ligue des Champions. Ça dépend, Aussi, en vous, les fait, Ligues en fait, Champions. Jalel, ça dépend Maintenant- aussi des propriétaires. C'est-à-dire que les propriétaires, soit qataris du PSG, soit émiratis, n'ont pas la culture locale de se dire la Ligue 1 ou la Première Ligue est très importante. Voilà, ils ont Et gardé puis la Ligue des surtout- Champions, ils ont acheté le club, et ils veulent gagner la Ligue des Non, mais Champions. Reda voilà. aussi, mais il faut dire aussi que Paris a très vite gagné sa Ligue 1 et marché sur la Ligue 1, alors que Manchester City a mis du temps avant de gagner un Ah, titre. mais t'as vu la concurrence aussi. Non, oui, Et c'est plus d'ailleurs- compliqué. Ouais. Mais moi, je voulais revenir par rapport à ça, justement, à l'intensité. Ce que je trouve extraordinaire dans ce match d'aujourd'hui, parce que moi, il m'a épuisé physiquement en termes d'intensité, mais que Paris arrive à mettre cette intensité en jouant, en marchant pendant la Ligue 1, c'est quand même extraordinaire, parce que cette équipe-là, pour pouvoir lever son niveau et rivaliser avec une équipe qui est très physique et qui est très intense, comme Liverpool, alors que tous les dimanches, ils se baladent en Ligue 1, Ouais. c'est ça la vraie performance. Attention, ils se finalement. baladent, mais il se passe quelque chose aussi C'est ça la vraie qui performance, c'est de les pouvoir sert. justement appuyer sur le champignon et gratter deuxième et justement et pouvoir cavaler pendant 90 minutes sans péter les rotules, alors qu'à côté ils jouent contre des coiffeurs sur la Ligue 1. Ouais, et deux pour moi c'est choses. ça la vraie performance. Effectivement, ils ont même quand ils ont souffert en deuxième mi-temps, ça s'est transformé parfois en combat de rue, hein, en foot des rues. Thiago Silva, En il fait foot un des match, rues, il fait dans un match la fin de match, c'était le Houet, Farmdan. Mais bon, ça fait partie du football. Et en face d'un Liverpool qui avait du mal à organiser ses attaques, ça a tenu. Deuxième chose, il se trouve que cette année en Ligue 1, je crois qu'ils ont 14 victoires d'affilée en 14 C'est un record, matchs. hein. Voilà. Et donc justement, ils se sont pris un peu au jeu de ce record.
Donc par rapport aux autres années où ils étaient sûrs de gagner, même en lâchant quelques points à droite, à gauche, à l'extérieur, là ils sont partis dans le triple du record. Voilà. Donc ça fait que par rapport aux autres saisons, ils mettent pour moi un peu plus de sérieux dans tous leurs matchs, y compris dans ceux qui ont l'impression de gagner avant même de rentrer. Il y a cette idée de on va aller chercher 17, 18, pourquoi pas 20, 30 matchs, 30 victoires de suite. Donc ça les maintient un peu sous pression, y compris au niveau domestique. Quoi. On a un entraîneur avec nous, ce serait quand même bien de relever aussi la part de Tuchel dans cet état d'esprit aussi. Parce que je pense aussi qu'il a inculqué une abnégation qu'ils n'avaient peut-être pas sur les dernières années. Parce que quand tu vois, pour moi, le Neymar de l'an dernier n'est pas le Neymar cette année. Quoi. Même sur ce match-là en particulier, à part quand sur Naples où il a 20 minutes en deuxième mi-temps où il veut essayer d'être le sauveur du monde et qu'il énerve plus qu'il n'est efficace, sur ce match il a quand même pas mal défendu, il a quand même pas mal porté le ballon à la fin quand il fallait le porter pour éviter justement que Liverpool reparte à l'attaque. Donc je pense que l'apport aussi parce qu'ils sortent de deux, et c'est là où je reviens aussi à la communication, mais pas communication dans le sens média, mais la communication avec le groupe. Ils sortent de 2 années avec Unai Emery qui passe pas pour être le gars le plus sympathique et chaleureux, et ils viennent chez Thomas Tuchel. Il y avait une interview très très intéressante de Thomas Meunier, le défenseur belge. Il dit c'est quelqu'un qui nous parle, qui nous touche, des joueurs des fois, parce que et il dit nous à notre niveau là, on n'a pas besoin que de quelqu'un qui nous parle de stratégie, de placement dans un terrain, mais quelqu'un qui nous parle, qui arrive à nous toucher au sens propre comme au sens figuré. Oui, Jalal, je le disais là tout à l'heure, il faut impliquer les joueurs dans le projet sportif. Donc l'implication passe par une bonne communication. Il faut convaincre les gens. Ouais. Donc déjà, l'entraîneur en arrivant dans le club, il trace déjà les projets individuels pour chaque joueur. Et puis il y a un projet collectif de l'équipe. Donc et par des techniques de communication, il faut savoir converger tous les projets dans un même projet. Je crois déjà... les joueurs là que possède le PSG, c'est des joueurs de haut niveau, que ce soit sur le plan technique, tactique. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup travailler. Mais c'est plus l'implication et la motivation. Ouais. Juste, puisqu'on a parlé de Neymar, là, si vous êtes un entraîneur et vous avez des crédits illimités et vous devez choisir 3 joueurs, vous commencez par qui? Sans réfléchir beaucoup. 3 joueurs. Allez, déjà avoir un bon gardien de but. Déjà. Là, lequel? Un bon gardien de but. On le reconnaît. Voilà. Lequel? Vous avez ramené 3. Amine. Alors, Amine, voilà, exactement. Non, Amine, Amine est choqué. Non, Amine est choqué par ce que vient de dire. Bah, bien sûr. J'étais gardien de but, on m'a toujours appris qu'un gardien de but, c'est 50% d'une équipe de foot. Deux choses. Alors, ça y est, maintenant, s'il dit un gardien de but, c'est que c'est un entraîneur qui n'est pas le spectacle. C'est un entraîneur qui. Donnez-moi des cartons, là, que je lui mets des cartons. Depuis tout à l'heure, mais deux choses. Oui. 1, je lui reconnais qu'il a raison dans l'absolu. Oui. Et 2, je suis. Non, tu as dit, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Parce que tu il n'aime pas l'attaque, il n'aime pas les buts, il n'aime pas le spectacle. Non, laisse-moi lui répondre. C'est bon, tu as répondu. Non, j'ai pas répondu, c'est pas le plus important. N'importe qui au monde aurait dit Messi avant. Arrête, tu dis le gardien de but, il faut arrêter. Toi-même, Mohamed, tu aurais dit Messi. Donc arrête 3 joueurs légendaires, incroyable. Précise ta question, 3 joueurs de champ. Voilà. Non, mais 3 joueurs, mais pas marocains. Mais je ne veux pas créer des problèmes avec les gens. Dites-moi 3 joueurs sans réfléchir. Ils ont tous le même prix. Allez, on se lâche. Qui est comme gardien de but? Je prends un gardien de but. Je connais. Partons dans l'axe toujours. Pour prendre soit un bon 8, 10 et un attaquant. Donne-nous des noms. Des noms. Le gardien de but. Moi, je partirais sur, par exemple, sur Courtois. Courtois. Ok, un 8-10. Neuer aussi, Neuer, c'est un bon gardien. 8-10. Messi, 8-10. Si t'es pas entraîneur, Messi et Ronaldo, les deux. Voilà. Messi et Ronaldo. Voilà, tu vois, c'est des gens qui marquent. Ouais, mais tout le monde aurait dit Messi. Voilà, tout le monde aurait dit Messi en première étape. T'es fatigant. Parlons d'autres confrontations. Amine, je vais te donner la parole. Il est fatigant. Amine, je vais te donner la parole. Je suis vraiment aujourd'hui ultra reposé. Je suis arrivé. Ah ouais, c'est vrai. Au bord du Bora. Donc là, normalement, quand j'arrive, je suis crevé. Là, je suis en forme et vous allez me subir jusqu'à la fin de cette émission. L'autre confrontation franco-britannique, et là aussi, c'était pour moi surprenant comment la formation de Lyon a su hisser son niveau de jeu dans un grand rendez-vous comme celui-là. C'est impressionnant. Ils ont fait 2 super matchs.
Le match aller, ils ont battu le Manchester City à l'Etihad Stadium. On se disait, la City, elle arrive, elle va les bouffer, elle va les manger. Rien du tout. Et le Lyon a été même un peu malheureux, peut avoir des regrets après ce match. Oui, il peut avoir des regrets, mais c'est un mystère, hein, moi, cette équipe de Lyon. Mais vraiment, à l'image de Maxwell Cornet, leur attaquant, qui est un mystère dans le mystère, qui symbolise le mystère. C'est-à-dire, il ne joue pas en Ligue 1. C'est quelqu'un qui a été titulaire 2 fois. Il a été titulaire 2 fois avec son équipe Lyon. 2 fois, c'était contre l'une des meilleures équipes au monde en ce moment, c'est Manchester City. Et 2 fois, il a été décisif. Et il a marqué 30% des buts quand c'est City cette année. Ça, c'était le chiffre de l'émission. Lui, mais le mystère, il est là. L'équipe est capable de hausser son niveau de jeu, de mettre une sorte de costume de gala. Voilà. Costume de gala, grande soirée. On n'est plus en Ligue 1 contre Amiens un samedi à 15h. On est en pleine semaine en Ligue des Champions. Peut-être c'est l'hymne qui les excite comme ça. Ils n'ont pas été et capables même de faire Paris. contre Shakhtar et contre Offenheim, il y a eu des absences. Là, c'est la grosse équipe. Bon, après, on va quand même dire que City était qualifié. Donc ça, voilà. Non, mais il y a quelque chose de spectaculaire dans la transformation de cette équipe dans les grandes soirées. Non, mais après, il faut prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Lyon et son jeu. C'est à Lyon, son jeu Zinesio, qui est extrêmement décrié en France et chez les supporters lyonnais, donc l'entraîneur de Lyon, face à Pep Guardiola, qui aujourd'hui, effectivement, développe certainement le plus beau jeu de première ligue. Zinesio, il est décrié depuis qu'il est arrivé. C'est un truc de fou. C'est le Hamouta lyonnais. Sauf que le Hamouta lyonnais est resté beaucoup plus longtemps. Et s'ils gagnent la Ligue des Champions, ils vont avoir l'air bizarre. En fait, c'est la conjonction de toutes ces données en fait, qui fait que c'est très bizarre d'avoir un Genesio sur qui tout le monde tombe en France et qui est soutenu par son président, lui. Et qui il a la chance d'avoir un bon voilà, il a la chance d'avoir très honnête. Et par ses journalistes, n'est-ce pas? Et qui est lyonnais, c'est très important, c'est-à-dire qu'il sort de l'équipe de Lyon. Et effectivement, et donc il arrive à tenir tête à un Pep Guardiola aujourd'hui qui marche sur la première ligue. Et justement, l'équipe de Manchester City qui marche sur la première ligue, qu'on annonce, beaucoup l'ont annoncé comme limite le trio de tête des favoris cette saison. Ce match, moi-même, quand je vois par exemple Manchester City jouer en première ligue, comment il déroule, il leur manque quand même. Est-ce que c'est important? Il leur manque quelque chose et il leur manque cette référence continentale. C'est important quand on est sur une compétition comme la Ligue des Champions. Là, la référence, c'est le caractère. C'est la force du caractère. C'est ce qu'est la Ronaldo. Ouais. Ronaldo, Buffon, et pas Messi malheureusement. Et pas Messi malheureusement. C'est la force du caractère, c'est la force du meneur, du joueur décisif. Maradona aussi. Oui. Hafidi actuellement. Hafidi, oui. On a quand même passé assez de temps à commenter le foot pour se dire qu'entre le mois de novembre, on est presque décembre, et mars-avril, quand ça va vraiment se décanter, les quarts de finale, demi-finale, il peut y avoir des transformations spectaculaires. Oui. Voilà. Il peut y avoir des équipes qui font pchit et des équipes qui font... Le cas Reda. Voilà, donc, le cas du Real Madrid. Le cas du Real Madrid, voilà. Comment ils ont galéré l'année dernière dans cette période de l'année, comment ils galèrent aujourd'hui. Le Real Madrid avec ce que j'appelle moi la thérapie européenne, c'est-à-dire ils peuvent faire des contre-performances à l'appel en Liga. Quand arrive l'Europe, quand sonne l'hymne de la Ligue des Champions, ils se retrouvent. Là, hier, ils étaient mauvais en première période, mais ils ont su vraiment arracher les 3 points de la victoire et se qualifier tranquillement. Avant de donner la parole, je pense, il paraît que Florentino Pérez leur met l'hymne de la Ligue des Champions maintenant en championnat. Il va voir si ça marche. Voilà. Vous en avez discrètement. Ça peut être pas mal, effectivement. Non, mais rien n'interdit. Moi, j'ai l'impression quand même cette équipe-là, après c'est peut-être une évidence que je veux dire, elle dépend véritablement de 2-3 joueurs, mais pas plus, quoi. Quand ils sont super en forme et qu'ils sortent le match de leur vie comme hier, par exemple, aujourd'hui, tout le monde tombe sur Bale depuis 4 ans. Hier, Bale, je crois que c'est un but, une passe décisive, quelque chose comme ça, et il fait un match de folie. Benzema, pareil, Ramos et même Marcelo font un super match. Donc aujourd'hui, quand Courtois, il fait un parcours exceptionnel, mais pas que. On a quand même l'impression que c'est plus une performance individuelle qui est sublimée à un certain moment qu'une grosse performance collective. Et quand ces joueurs-là ne sont pas au rendez-vous, le collectif ne prend pas, comme ça peut arriver souvent en Liga, le collectif ne prend pas le relais. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être malheureux pour cette équipe-là. Et c'est peut-être là aussi, après, on n'est pas avec eux, peut-être là aussi
ou l'importance d'un entraîneur qui puisse avoir ce discours-là pour sublimer les performances collectives et les rendre individuelles et les rendre un peu plus collectives et avoir une pérennité dans les résultats. Mais voilà, le Real, c'est cyclotimique. Une fois c'est comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et au Real manque un homme qui est en train de tout faire exploser, c'est quand même Ronaldo. Ah oui. C'est incroyable quand même le niveau de performance, ne serait-ce que physique, qu'il arrive à maintenir. Jalal, il n'y a pas de secret, c'est sur le travail de tous les jours. Et puis, et là, je crois, elle a un vécu. Ouais. Comme vous le savez, en physiologie, quand vous vous entraînez une année au haut niveau, avec la bonne performance, vous pouvez encore durer dans le temps. Ouais. Donc c'est ce qui se passe pour Ronaldo. Pourquoi travaillez vos joueurs, enfin quand je dis vous, c'est pas vous en particulier, hein, c'est les entraîneurs marocains, pourquoi on a l'impression que le travail est réduit à sa plus simple expression? Pourquoi c'est des humains, c'est des machines, c'est des machins? Pourquoi vous ne faites pas travailler autant que travaillent ces joueurs? Le travail, on le fait par rapport à ce qu'on a, les conditions qu'on a. Donc déjà Amine, l'entraînement, c'est pas que l'activité physique. C'est plus la récupération. La récupération, vous le connaissez. Donc ça, c'est tout un ensemble. Spéciale. Donc à quoi ça va servir là de trop charger, les joueurs alors que déjà sur le plan récupération, hygiène de vie, nourriture. Il faut voir, quand on parle de Ronaldo, ça ne va pas avec. Quand on parle de quelqu'un comme Ronaldo, les amis, quand on voit le nombre d'heures qu'il passe lui-même chez lui, les machines, alors que c'est le gars, il a atteint le summum mondial. Reda Alali, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça a été le Ghana? Oui, c'était super le Ghana. Ouais. Tu nous as encore une fois pas ramené de cadeaux. Merci beaucoup, Hussein. Mais si, en plus, mais je ne vais pas lui donner maintenant. C'est moi qui vous remercie. Hussein, c'est vraiment un super plaisir de t'avoir parmi nous. J'étais voir la Coupe d'Afrique, il y avait la Coupe d'Afrique féminine. Ah ouais, il y avait la Coupe d'Afrique féminine. C'est dans le même hôtel. J'espère que le cadeau, ce n'est pas un maillot de l'équipe féminine. Du Cameroun. Une pièce. Exactement. Du Cameroun. Avec ton physique de svelte de mannequin, ça pourra très bien aller. Monsieur Amin Rahmouni, j'ai un petit service à te demander avant de finir cette émission, de dire merci à Hussein Amouta au nom de tout le peuple Ouidadi. Voilà. Très cher ami. Sans casser le matériel. Hein. Alors, au nom de tout le peuple Ouidadi. Enfin, après une année. Et encore, tu n'entends pas dans la voiture. Vite, de critique. Tu n'entends pas dans la voiture. Chapeau, monsieur. Merci, Amine. Merci, Amin Rahmouni. Tout ça, c'était pas prévu. Hein. Non, du tout. Ces remerciements, mais au nom du peuple Ouidadi. Au nom du peuple Ouidadi. De toute façon, tu passes ta vie à parler au nom du peuple Ouidadi qu'on l'a passé. C'est la fin de cette édition du Club 1000. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.